Messieurs, mesdames. Bienvenue dans l'année 1805. Avant même que la poudre ne parle, la guerre a déjà commencé. Elle se livre ici, dans les salons dorés de Saint-Pétersbourg, où l'on parle français pour mieux conspirer contre la France. Nous sommes à l'aube d'un basculement historique où la vieille Europe s'apprête à vaciller sous le poids d'un seul homme, l'empereur français Napoléon Bonaparte. Juillet 1805. L'Europe retient son souffle. Un séisme géopolitique du nom de Napoléon redessine la carte du continent. Pour l'aristocratie russe, ce n'est pas un empereur, c'est un usurpateur, un assassin. La peur du génie militaire de Napoléon Bonaparte est là, palpable, derrière le sourire et la porcelaine fine, car Anna Chéré l'annonce d'emblée, Gênes et Luc ne sont plus que des propriétés de la famille Bonaparte. Pénétrons dans la machine sociale par excellence, le salon d'Anna Pavlovna Chéré. Ici, le patriotisme est une mode, la conversation un mécanisme bien huilé. Anna Pavlovna en est le contremaître de génie, réglant le débit des mots, étouffant les dissonances. Le paradoxe est total, cette élite utilise la langue du plus grand conquérant de l'histoire pour tenter de comploter contre lui. Et dans ce théâtre entre deux perturbateurs. D'abord, Pierre Bezoukov. Fils illégitime, maladroit, une masse sincère et déplacée. Son crime ? Briser le protocole pour proclamer que Napoléon est un « grand homme ». Puis, le prince André. Brillant, cynique, asphyxié par la futilité de ce monde. L'un cherche une place, l'autre cherche à fuir. Ils ne trouveront l'un et l'autre que le chaos. Cette vie que je mène ici ne me va pas, lance le prince André. Il ne cherche pas seulement la guerre, il cherche son « Toulon », son moment de gloire inspiré par l'audace de Bonaparte. Il part au front pour trouver un sens à sa vie, troquant le cri étouffé des salons pour le rugissement du champ de bataille, loin de la trivialité des cercles mondains. Pendant que les aînés discutent diplomatie, la jeunesse russe s'enivre de révolte. À Saint-Pétersbourg, les nuits sont électriques. On parle de l'affaire de l'ours, un policier attaché à un fauve et jeté dans la Fontanka. C'est l'énergie brute d'une génération qui, consciemment ou non, imite le chaos créateur du grand Napoléon. Pierre, naïf, en est exclu et renvoyé à Moscou. Le pari de Dolokhov. Admirer cette audace suicidaire, boire une bouteille de rhum en équilibre sur le rebord d'une fenêtre au 3e étage. Ce n'est pas de la folie, c'est de la bravoure froide. Cette même détermination d'acier, ce fatalisme russe qui regarde l'abîme sans ciller, définira bientôt les soldats qui feront face à l'invincible grande armée. Quittons la froideur de Pétersbourg pour la chaleur de Moscou. Chez les Rostov, on célèbre la vie. Le comte invite la redoutable Marie Dmitrievna pour la danse du Daniel Cooper. Entre chats, pirouette finale. C'est la Russie authentique, bruyante et généreuse, qui affirme sa culture face au froid calcul de la cour, ignorant qu'elle marche déjà vers l'abîme. Mais l'ombre de la mort plane aussi sur Moscou. Le vieux comte Bezoukov agonise. L'enjeu ? Une fortune colossale, 40 000 âmes et des millions. Pierre est le fils favori, mais illégitime. Les vautours se rassemblent, menés par le prince Basile qui cherche à détruire le testament pour capter l'héritage. La guerre des salons fait place à une guerre de succession féroce. L'arme de ce combat est cachée sous l'oreiller, le portefeuille mosaïque. Il contient la lettre à l'empereur pour légitimer Pierre. D'un côté, Katiche, la nièce aînée, dévorée par l'avidité. De l'autre, Anna Mikhailovna, mère pauvre mais stratège géniale, qui voit en Pierre le salut pour son propre fils. Le sort d'un empire financier se joue autour d'un lit de mort. Une scène de siège d'un autre genre, la chambre du mourant. On chuchote, on s'observe, on attend que le vieux lion rende l'âme. C'est un duel de nerfs sublimes d'horreur où les héritiers calculent leur chance en silence. Abstracte à Pétersbourg, la lutte pour le pouvoir devient ici brutalement concrète. L'atmosphère est surréelle, mêlant le sacré des derniers sacrements à la cupidité la plus profane. Le portefeuille mosaïque devient l'épicentre de toutes les convoitises. C'est le moment où le destin de Pierre se joue, dans ce silence lourd de sens, alors que l'argent et la mort se croisent dans une dernière danse macabre. Climax. Une lutte physique, presque animale, éclate pour le portefeuille. Katiche tente de s'en emparer, mais Anna Mikhailovna l'intercepte avec une force héroïque. Elle arrache le document au conspirateur. C'est un coup d'éclat digne d'une manœuvre napoléonienne, rapide, précis et décisif. Le testament est sauvé, et avec lui, l'avenir de Pierre. La métamorphose est totale. En un instant, Pierre le paria,
le fils bâtard, devient, son Excellence le comte Bezoukov. L'hypocrisie sociale opère, ceux qui le méprisaient hier lui font aujourd'hui la cour la plus servile. Comme Bonaparte partant de rien pour devenir empereur, l'outsider vient de s'emparer du destin et de renverser l'ordre établi. L'acte se referme. Les masques sont tombés. Pierre est riche, André est en route pour la gloire, et les salons se taisent. Car au loin, le génie militaire de Napoléon Bonaparte attend déjà à Austerlitz. La paix des salons est terminée, la comédie est finie. Maintenant commence la vraie guerre. Et dans le grondement des canons, on perçoit déjà l'écho de l'histoire.